Face à Face, le podcast de la Faculté des Sciences sociales de l'Université de Liège. Cette phrase que reprend d'année en année, c'est continuel, le fameux rapport d'Oxfam, il est constamment réédité et le constat est le même. 80% de la richesse mondiale est détenue par 1% de l'humanité. Et c'est, pour caricaturer un peu, c'est ce qu'on appelle les effets ciseaux. C'est-à-dire qu'on voit sur un graphique que les plus riches deviennent de plus en plus riches et les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Ces inégalités, d'où proviennent-elles? Pourquoi persistent-elles? Et surtout, comment les vit-on au quotidien? Mon nom est Séverine Marron. Dans Face à Face, je reçois aujourd'hui 3 sociologues, enseignants et chercheurs à la Faculté des Sciences sociales de l'ULiège. Manuel Cervera-Marsal, Bruno Frère et Didier Vrancken. 3 regards, un face-à-face pour comprendre ce que les inégalités font à nos sociétés et à nos vies. Commençons par le constat avec vous, Didier Vrancken. Vous observez la société et les politiques sociales depuis de nombreuses années. Moi, je dirais qu'il y a un constat global qui est mené depuis, en gros, les années 1980, les années 80, c'est que les inégalités n'ont cessé d'augmenter. Et quand je dis ça, c'est un constat qui est véritablement global et général. Savoir, c'est à la fois au niveau des études quantitatives, que dans pas mal d'études qui ont été menées par des auteurs comme par exemple quelqu'un comme Piketty, Stiglitz, prix Nobel de l'économie, donc qui ont bien démontré que les inégalités augmentent un peu partout. Ces chiffres globaux cachent des lignes de fracture très concrètes. Bruno Frère, vous décrivez qu'elles dessinent en quelque sorte une géographie du monde. Les inégalités nord-sud, elles persistent et plusieurs auteurs ont montré maintenant depuis un certain temps que la puissance en fait du capitalisme international l'a conduit à exploiter en fait ce que certains appellent des trous noirs en fait. Et donc le Sud à cet égard représente un trou noir assez conséquent de l'économie mondialisée dans lequel les multinationales notamment, qui sont propriété privée d'un certain nombre d'individus, vont puiser des ressources minières, des ressources naturelles en fait, mais également des ressources humaines, puisque c'est dans le Sud que les États sociaux se sont le moins développés et que donc on trouve la main-d'œuvre la moins chère. La sécurité sociale n'existe pas, le droit du travail n'existe pas, ou pour ainsi dire presque pas, et donc dès lors que vous avez affaire à des États qui sont absolument incapables de protéger leur population, forcément l'exploitation est massive, et ce sont dans les mêmes pays, généralement, ou à peu de choses près, qu'on trouve les ressources naturelles les plus intéressantes pour faire des smartphones, des voitures, des batteries, donc cette inégalité nord-sud, elle persiste, évidemment, ce n'est pas pour rien qu'on parle de post-colonialisme, puisque, en revanche, les grandes entreprises qui continuent à exploiter les ressources et les humains au sud sont généralement plutôt occidentales, alors de plus en plus également, il faut le remarquer, chinoises. C'est évident que le rapport nord-sud joue à plein et que l'on continue aujourd'hui, et que toute une série de populations aujourd'hui continue à payer les conséquences de la colonisation, et elle le paye jusque dans le nord, dans le sens où, dans le nord y compris, les emplois les plus précaires, ceux qui sont vraiment au bas de l'échelle sociale, je pense par exemple à ceux qui font vivre l'économie de plateforme, et qui livrent toute une série de choses sur leur petit vélo, eh bien, ces populations-là sont elles aussi, en fait, d'une manière ou d'une autre, généralement issues du Sud par les diverses vagues de migration. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, représentent les populations les plus précarisées de pays comme la Belgique, comme la France, comme l'Angleterre, qui sont généralement des migrants de la 2e ou 3e génération, mais qui précisément sont utiles à l'économie belge ou française parce que ils occupent ici aussi les emplois les plus précaires. Manuel Cervera-Marsal, à côté de ces dimensions économiques, de ces dimensions nord-sud, vous pointez également la question des inégalités de genre. Qu'en est-il dans les faits de la Déclaration des droits de l'homme, déclaration des droits de l'homme qui, quand elle est adoptée, concerne bien les hommes au sens non pas universel, mais vraiment masculin du terme. Et rappelez-vous, je le rappelle à l'époque en proposant
pour sa part une déclaration universelle des droits des femmes. C'est un sujet, il faut le rappeler, hein, on est dans des démocraties qui se targuent de mettre en place une égalité universelle, mais en fait, il y a encore un demi-siècle, dans beaucoup de démocraties occidentales, les femmes n'avaient pas le droit d'aller travailler sans l'autorisation de leur mari, elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Tout ça, c'est des acquis qui sont extrêmement récents à l'échelle de nos sociétés. Et encore aujourd'hui, en réalité, il y a des inégalités qui sont criantes dans le monde du travail en fonction de votre genre. Hein. À diplôme égal, travail égal, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. On sait aussi par ailleurs qu'elles occupent très majoritairement les emplois qui relèvent de ce qu'on appelle le care, la sollicitude, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'assistance aux personnes, les plus jeunes comme les plus âgés, l'éducation, la santé, etc., qui sont les métiers dans lesquels on trouve le plus de travail à temps partiel, le plus d'intérim et les plus bas salaires. Donc là aussi, il y a d'un côté les idéaux que proclament nos régimes démocratiques et qui sont des idéaux égalitaires. Et c'est vrai que l'égalité, quand on sonde les gens aujourd'hui, ça reste, c'est une valeur auquel nos concitoyennes et nos concitoyens sont massivement attachés, mais il y a d'un côté notre idéal auquel on est attaché, et il y a de l'autre côté le fonctionnement réel de nos institutions qui est bien souvent inégalitaire. Ça peut évidemment susciter des tensions et des contestations qu'en tant que sociologue, elle se charge précisément d'étudier. Ces inégalités ne sont pas seulement économiques ou géographiques, elles s'entrecroisent et surtout, aujourd'hui, elles se vivent. On se rend compte en fait que la dynamique même des inégalités a changé, c'est-à-dire que la palette des formes d'inégalité s'est élargie. Elles ne sont plus, elles sont bien sûr socio-économiques, j'ai pris cette voie d'entrée là, mais elles ne sont pas seulement socio-économiques, elles sont liées au genre, à l'âge, elles sont liées par exemple à l'accès ou pas à la mobilité, le rapport au territoire, ça peut être lié aussi au lien à la santé, ça peut être lié aussi à toute une série de dimensions, la dimension culturelle, qui toutes ces dimensions fait qu'on n'est pas égaux. Et toutes ces formes de discrimination, d'inégalité, s'entrecroisent et complexifient la donne. Exemple, il faut de plus en plus manger bio, avoir accès à la nourriture bio. Oui, mais il faut avoir les moyens de se les payer. Et donc, ça conditionne la santé. On voit là qu'on a trois dimensions de l'inégalité qui s'entrecroisent et qui complexifient la donne. Et ce qui complexifie encore la donne aujourd'hui, et fondamentalement, c'est que le rapport aux inégalités, il est vécu de plus en plus, allez, je vais dire individuellement, c'est-à-dire subjectivement. C'est-à-dire, ça pèse réellement sur nos existences. Autant les formes traditionnelles, classiques, socio-économiques des inégalités, on pouvait dire qu'elles fondaient en quelque sorte de l'appartenance collective, une classe, à un quartier, un milieu, un atelier. Autant aujourd'hui, dans ce rapport aux inégalités, on mobilise beaucoup plus sa subjectivité, son rapport à soi et à l'autre, et on est dans un travail sans fin de comparaison subjective en termes d'inégalité. Exemple, je peux très bien être égal à un collègue, avoir le même diplôme que lui, mais mon collègue peut-être est d'origine italienne et va lui se sentir discriminé parce que n'étant pas reconnu ou tout à fait égal à moi, parce que ces formes d'inégalité se démultiplient et s'entrecroisent, idem d'une femme qui a un diplôme, un très bon job, etc., et qui peut revendiquer une égalité avec ses collègues masculins, mais qui, au fond, est raillée, discriminée, parce que aussi c'est une mère de famille, c'est une femme. Et donc, on voit une fois de plus qu'il y a vraiment un entrelac, un entrecroisement de ces formes d'inégalité, mais qui sont vraiment vécues aujourd'hui subjectivement, individuellement, et qui génèrent pas mal, évidemment, de sentiments, de ressentiments, de mépris, parfois de sentiments de rejet, etc., et qui posent, je crois, vraiment un problème à la fois théorique, mais qui pose aussi évidemment des problèmes politiques énormes dans le champ contemporain. La caractéristique de ce que certains appellent aujourd'hui le précariat, c'est que précisément il n'y a plus de statut de travailleurs et travailleuses commun. Et donc, se reconnaître une identité sur un manque, sur quelque chose que l'on n'a pas, puisque c'est la définition de la précarité, c'est extrêmement difficile. Alors que jadis pouvait jouer le sentiment d'appartenir à une classe sociale commune, classe sociale salariée, mais exploitée.
Voilà, les précaires contemporains n'ont même plus ça, puisque pour la plupart, ils sont dans des trajectoires de vie individuelles qui vont du CDD au chômage, en passant parfois par le contrat aidé et puis par le contrat de réinsertion, en croisant une multitude de gens auxquels ils et elles ne sont plus susceptibles du tout de s'identifier. C'est pas pour rien si on parle de plus en plus de précarité qu'il y a des termes que l'on n'utilise plus, parce que c'est vrai que la pauvreté, alors on peut contester, mais on a tenté de la mesurer avec des seuils de pauvreté, des taux de pauvreté, etc., qui sont hautement contestables. On voit qu'il y avait une volonté de les saisir de manière objective. Là où aujourd'hui, la précarité, elle se décline un peu partout à travers le lien social, il me semble. C'est là la grande différence. Donc il y a plus de prolétariat qui se pense comme un prolétariat, mais moi ce que j'observe de façon certes embryonnaire, mais voilà, à travers mes études sur les mobilisations, les mouvements sociaux, c'est que cette identité qui s'érode de prolétariat, elle laisse place à l'invention de nouvelles identités, et je vois des collectifs en lutte investir la notion de précariat, qui est donc un néologisme qui construise une déclinaison de prolétariat, pour essayer de se doter précisément d'une identité partagée qui peut servir de support ensuite à des actions revendicatives, combatives, etc. Et alors ces groupes, et c'est vrai, c'est une portion très localisée de la population active, puisque c'est essentiellement ce que parfois on appelle des créatifs culturels, pour parler de toute cette jeunesse qui va travailler dans la culture, dans les arts, dans le journalisme, dans le design. C'est des personnes qui ont souvent des diplômes, un capital culturel et social assez élevé, mais un capital économique plutôt faible, et d'ailleurs plutôt en déclin par rapport à celui de leurs parents. Et cette espèce de décalage entre leurs capitaux culturels et leurs capitaux économiques, de décalage aussi entre leurs aspirations, ce qu'on leur avait promis, ce à quoi ils estimaient avoir le droit, et la réalité de leurs conditions précaires, eh bien les pousse assez souvent à se mobiliser et à être même plutôt en pointe, à l'avant-garde, on pourrait dire, en utilisant un vieux terme issu de la tradition ouvrière, des combats, notamment des combats écologiques et féministes. Bruno Frère, la perspective historique amène un éclairage intéressant sur cette évolution. Elle fait bien le lien avec ce que Manuel Cervera-Marsal vient d'évoquer. Au XIXe siècle, on parlait de prolétariat pour désigner cette classe sociale spécifique qui était la classe ouvrière, en fait. Et ce prolétariat était extrêmement mal rémunéré. Il était donc pauvre, extrêmement mal rémunéré et surtout protégé par aucune forme de convention sociale. La sécurité sociale n'existait pas, les indemnités de chômage n'existaient pas, les retraites n'existaient pas. Quand vous vieillissiez, vous tombiez ensuite à la charge de votre famille dès lors que votre entreprise ne souhaitait plus vous employer parce que vous étiez trop vieux. Les soins de santé gratuits et universels n'existaient pas. Et ce sont les mobilisations de cette classe qui ont conduit les États d'Europe occidentale, mais également d'Amérique du Nord, de diverses manières, à prendre en charge la question sociale et poussés dans le dos par les mouvements sociaux, notamment syndicaux, ces États ont développé parce que on ne leur laissait pas le choix, parce qu'ils craignaient évidemment l'Union soviétique à l'est. Ils ont donc créé, parce qu'on ne leur laisse pas le choix, des dispositifs de sécurité sociale, des retraites, effectivement, une assurance maladie, des soins de santé gratuits, une scolarité également gratuite, des indemnités de chômage dès lors que vous n'étiez plus en emploi. Tant et si bien que dans la seconde moitié du XXe siècle, ceux qui jadis étaient qualifiés de prolétariat étaient devenus des salariés relativement protégés dans leurs conditions d'existence et avec généralement des revenus pas mirobolants mais suffisants pour vivre. Ce qu'on a vu se dégrader ces 40 dernières années, c'est ça en fait. Et le précariat auquel Manuel et Didier font référence, c'est précisément cette catégorie d'individus qui est généralement diplômés, mais qui par ailleurs n'ont accès qu'à un emploi erratique. Et donc, la caractéristique du précariat, contrairement au prolétariat de Marx, c'est que on a affaire à des individus qui tantôt travaillent, tantôt ne travaillent pas. Dans la période intermédiaire dont j'ai parlé, celle de l'état dit social, vous aviez affaire du côté de la pauvreté principalement à des individus qui étaient chômeurs ou chômeuses. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. On a des individus qui sont extrêmement pauvres et qui pourtant travaillent. Comme c'est bien davantage encore le cas aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, des États qui en somme
homme incarne l'avant-garde du néolibéralisme vers lequel on est en train de foncer tête baissée. Aujourd'hui, on parle d'une diversification des statuts des travailleurs qui va de pair avec la disparition du sentiment de classe. Depuis les années 80, ce qu'on a vu émerger, c'est toute une série de formes de travail qui, effectivement, ont visé à diversifier les statuts. Il y avait plus les ouvriers, il y avait des travailleurs employés en contrat à durée indéterminée, mais d'autres employés en CDD, d'autres recrutés par le biais d'agences d'intérim sur du temps partiel, d'autres encore recrutés sur d'autres types de statuts et délocalisés dans une entreprise alors qu'ils appartiennent effectivement à une autre. Cet éclatement en fait des statuts professionnels, elle a très certainement conduit à détruire le sentiment d'appartenir à une classe de précaires. Aujourd'hui, les précaires ne se reconnaissent pas précaires, mais notamment parce que ils ne peuvent plus se reconnaître dans un statut de travailleur unique. Et c'est pour cette raison-là que je pense que certaines terminologies, comme par exemple la terminologie qui consiste à dire que nous avons des collaborateurs, eh bien, est une terminologie dangereuse parce qu'elle efface en fait ce rapport de classe. On n'est plus des travailleurs avec des patrons, on est des collaborateurs, comme si tout le monde finalement était égal. Or c'est pas le cas, les salaires ne sont pas les mêmes, certains sont en CDD, d'autres sont en contrat aidé, d'autres enfin sont en stage et donc à peine rémunérés, alors qu'en fait tout simplement tout ce petit monde-là, si vous acceptez les patrons, c'est les précaires. Et puis dès qu'ils se retrouvent dans la cité, ils sont renvoyés à leur origine, immigrés, femmes, vieux, jeunes. C'est pas du tout la même chose quand on est jeune travailleur ou qu'on est travailleur vieillissant, finissant, se posant les questions par rapport au marché du travail, etc. Et donc ça renvoie à la pluralité des dimensions de l'existence et qui sont fondamentalement à la fois inégalitaires et difficiles à articuler entre elles autour d'un homme intégré et assis dans sa condition sociale, dans son milieu social. Alors que l'inégalité devient une expérience individuelle, que reste-t-il du collectif? Et que font ou ne font pas les politiques publiques? On voit aujourd'hui que le modèle d'État social de politique de redistribution est mis à mal dans différentes parties du monde. Je dirais qu'il y a 3 mythes aujourd'hui qui sont assez largement véhiculés dans le débat public, bien sûr par des entrepreneurs politiques de droite, mais aussi en grande partie parfois relayés par des politiciens, des politiciennes de gauche. C'est le mythe de la dette publique, le mythe du mammouth et le mythe de l'assistanat. En quoi consistent ces différents mythes, Manuel Cervera-Marsal? J'ai dit le mythe de la dette publique, c'est l'idée qu'aujourd'hui, nos États ne pourraient plus financer toutes ces mesures sociales qui sont les leurs parce que la dette serait vertigineuse, on la compare, on la ramène, en fait on ramène la dette publique, ce qui n'a aucun sens, en la divisant par le nombre d'habitants et d'habitantes pour la ramener et la comparer à la dette d'un ménage. Et on dit, mais regardez, ces dizaines et ces centaines de milliers d'euros qui pèsent sur chaque nourrisson qui vient au monde, et là on affole tout le monde en disant que c'est pas possible. Alors que la dette est une réalité historique, anthropologique, qui a toujours existé, qu'on a très souvent effacée, mais voilà. Ça, c'est le premier mythe. Le mythe de la dette publique, il faut du coup couper dans les services publics. Le deuxième mythe, c'est le mythe du mammouth. Je reprends ça d'un ancien ministre de l'Éducation de gauche en France qui disait il faut dégraisser le mammouth. C'est toute l'idée, en fait, que le privé fonctionne mieux que le public parce que le public, c'est un gros mammouth, c'est bureaucratique, c'est administratif, c'est laborieux, ça fonctionne mal. Là aussi, c'est pas nous, sociologues, c'est plutôt des collègues économistes qui peuvent démontrer ça à travers différentes études, mais en réalité, cette question du public versus le privé, versus aussi les communs, qui est une troisième possibilité, qui est gérée non pas par l'État ni par le marché, mais plutôt par des mises en commun et des mises en partage. Voilà, il y a des grands débats pour savoir quel est le mode de gestion des ressources le plus efficient, et c'est loin d'être tranché aussi en faveur du privé. Donc ça, c'est le deuxième mythe, le mythe du mammouth. Et le troisième mythe, c'est le mythe de l'assistanat, à savoir que si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé à l'école et soyez heureux de ne pas être à la rue, c'est parce que l'État vous assiste, mais l'État doit arrêter de vous assister parce que vous êtes responsable de votre malheur, et en vous assistant, on ne fait que vous conforter dans votre paresse, dans votre fainéantisme.
etc., etc. Et on voit bien en quoi ce type de discours sert ensuite à justifier des politiques publiques qui ne luttent plus contre le chômage, comme ça a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais qui luttent contre les chômeurs, en fait, en prétendant les activer. Mais en fait, c'est une façon de tout simplement les surveiller, les contrôler et les priver de leurs droits bien plus rapidement qu'auparavant. On voit que différents modèles coexistent. Soit les inégalités appellent des réponses collectives via la protection sociale et la redistribution, soit on accepte leur existence à condition que chacun ait en théorie sa chance. Et cela nous amène à une idée devenue centrale, celle du mérite. Une société où on n'aide plus tout le monde, mais seulement ceux qui réussissent, ceux qui performent, ceux qui sont jugés méritants. Et derrière cette promesse d'égalité des chances, il y a une vraie question. Sommes-nous tous réellement égaux au départ ? La notion même de mérite, c'est une notion à l'égard de laquelle on met tous nos étudiantes et nos étudiants en garde. En fait, elle est totalement tronquée. Ce concept de mérite, en fait, ne veut rien dire. Quand vous naissez dans une société qui est foncièrement inégalitaire, le mérite finit par qualifier des personnes qui parviennent à se maintenir dans les classes dominantes du simple fait qu'elles y sont nées. Quand vous héritez de la fortune de vos parents, quand vous héritez de titres d'entreprise tout court, vous pouvez vite faire valoir votre mérite, alors qu'en fait, vous êtes juste, et Pierre Bourdieu l'a très bien montré, un simple héritier, en fait. Donc, le mérite s'est tronqué, surtout que vous naissez généralement également, quand vous appartenez aux classes dominantes, dans des milieux qui vont vous transmettre un certain capital social, un certain capital culturel, certains codes qui vont vous permettre de très bien réussir à l'université, à l'école, parce que tout simplement, d'une certaine manière, vous avez préacquis les codes dominants qui désignent l'excellence, en fait. Une capacité à parler, une capacité à réfléchir d'une certaine manière plutôt que d'une autre, à comprendre comment on investit son argent, à comprendre quels sont les réflexes à avoir scolairement pour plaire aux enseignants. Donc vous voyez, ce débat du mérite, il est entièrement tronqué dès le départ. En fait, ça ne veut rien dire. Les personnes sont, quel que soit leur mérite, généralement situées à un endroit de l'échelle sociale et très certainement vouées à y rester par toute une série de mécanismes qui peuvent être également raciaux, qui peuvent être également genrés et qui les assignent effectivement à ces positions. Mais pour moi, la question des chances, on peut l'interpréter comme dans le sens de chance en plus que je vais accorder à certaines personnes. Et donc le concept de chance, il est lié à la question des discriminations. Exemple, je vais prendre une politique d'égalisation globale. Bon, je me rends compte que dans un pays, on a, d'un point de vue purement socio-économique, il y a des inégalités. Donc je veux dire, je vais aider des étudiants à l'université avec des réductions de prix du Minerval, des allocations, etc. Et donc certains vont faire des études en provenance de milieux qui sont défavorisés, parce que ils auront des subsides, allocations et tout ce qui peut exister comme mesure. Et puis on va se rendre compte que, ok, on arrive plus ou moins à égaliser, qu'on donne, qu'on accorde aussi des possibilités de faire des études à des gens originaires de milieux sociaux, mais on va se rendre compte qu'en fait certaines sont discriminées. On se dit oui, mais là-dedans il y a des femmes. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des jeunes filles qui sont en difficulté. Ok. Donc on va alors prendre des politiques d'égalisation des chances, on va donner un peu plus de chances à certaines, c'est-à-dire on va appuyer des mesures de discrimination positives. Et puis on va se dire, oui mais attention, il y en a qui sont en provenance des milieux d'immigration. Ah oui, et donc on va mettre sur pied des mesures, par exemple des quotas, qui sont des politiques qui visent à accorder un peu plus de chance à des personnes issues de différents milieux. Bon, on pourrait dire, si ce n'est pas le cas, en fonction des classes d'âge, etc. Donc, de tous ces indicateurs que j'évoquais tout à l'heure, de ce fameux éventail qui s'élargit au niveau des mesures d'inégalité. Et donc, on peut tenter de rectifier le tir, mais quand on analyse bien l'ensemble, au fond, c'est des politiques d'égalisation par les chances qui se démultiplient dans une reconnaissance fondamentale d'inégalité sociale. C'est-à-dire, c'est reconnaître que la société est inégale, et donc j'égalise uniquement certains, mais qui nous méritent. On revient là sur le concept de mérite,
Mais ce n'est pas une politique d'égalisation de tous pour tous, au fond. Voilà. Et c'est ça qu'on peut critiquer, c'est qu'on voit que la notion d'égalisation par les chances, le concept de chance, renvoie une fois de plus à une individualisation de la société et donc le mérite de certains individus. Quand on parle de discrimination raciale, de discrimination genrée, enfin, on est en train de parler de choses qui sont factuellement établies par toute une série d'enquêtes qui consistent, c'est assez simple, à créer un CV. On prend le même CV, on change une seule donnée dessus, c'est le patronyme ou le prénom de la personne. On transforme Martin en Rachid ou Marie en Rachida. On peut aussi modifier simplement l'adresse de résidence selon que vous habitiez dans telle commune cossue ou telle banlieue stigmatisée. Et toutes les enquêtes là-dessus le montrent. Vous envoyez ces CV à des recruteurs, des employeurs ou à des agences immobilières. Vous avez 9, 10, parfois 15 fois plus de chances d'être recalé pour le logement ou pour le boulot, selon que voilà, vous n'avez pas le bon nom, la bonne tête ou le bon lieu de résidence. Donc ça, voilà, qu'on dise pas que le racisme ou que le patriarcat, enfin tout ça, c'est des opinions que certains auraient, on pourrait ne pas être d'accord, on n'a pas les mêmes valeurs. Non, il y a des faits aussi, et nous, notre travail en tant que sociologue, c'est aussi d'établir de manière extrêmement robuste ces faits-là, pour qu'ensuite on puisse débattre sur ce qu'on en fait, comment on les résout ou pas à un niveau politique, mais voilà, il y a des faits, quoi. Et quand on vit ça, quand on est dans la position de ceux qui vivent ces discriminations-là, on est dans la position de non-reconnaissance, voire de mépris. Hein. Ça se vit dans son corps, dans toute son existence, quoi. Finalement, être sociologue, ce n'est pas seulement analyser le monde à distance, c'est choisir où on se tient, observer sans intervenir, conseiller les puissants, donner voix aux dominés ou prendre la parole dans l'espace public. Concernant la prise en compte de la parole de ces scientifiques, on note hélas une évolution inquiétante ces dernières années. On voit bien comment les sciences sociales sont discréditées de plus en plus dans la bouche de toute une série d'hommes politiques, tout comme par ailleurs la science est également discréditée. Alors que de part et d'autre, le savoir qui se construit est rigoureux et solide et vaut bien davantage que les opinions des uns et des autres sur le racisme, le réchauffement climatique, etc., etc. Je crois que le rôle des sociologues, quelle que soit la posture, me semble plus que jamais nécessaire de devoir l'articuler véritablement à ce qu'on appelait la réalité des faits, mais j'aurais envie de dire à l'incarner dans la réalité sociale. C'est-à-dire que je crois que ce que vraiment notre tâche à tous et toutes, c'est d'analyser, c'est surtout d'illustrer, de documenter cette réalité, de la renvoyer et surtout face à une période où on est en train de dire tout son contraire, de nier tout généralement, il est extrêmement important de montrer et par rapport à la question de l'inégalité, de parler de ces situations de précarité. Et je crois que ça c'est ma position personnelle que les chercheurs en sociologie doivent aussi de plus en plus faire le pas d'aller vers des acteurs intermédiaires que sont souvent les professionnels dans le social, dans la culture, ceux qui vivent aussi pour le moment toutes ces contradictions inhérentes au développement des politiques et des politiques sociales, mais qui ont aussi une expertise. Merci Didier Vrancken, Bruno Frère, Manuel Cervera-Marsal pour ces constats tout en nuances et ces pistes de réflexion. À très bientôt dans Face à Face.